Chevaux et Psycho, un podcast de l'Institut de formation en équithérapie. Saison 1, épisode 8. Eva Reifler et Eric Winkert. La médiation équine au service des entreprises, public sain et développement personnel. Par rapport à nous, le cheval est un prodige émotionnel. Il ne reste pas coincé pendant des heures et des jours dans ses émotions. Il prend les émotions pour des informations et il les gère très simplement et très rapidement en 4 étapes. D'abord, il prend l'émotion sans essayer de l'éviter ou de la supprimer. Puis il prend l'information que lui amène l'émotion. Ensuite, il engage l'action en utilisant l'énergie que lui procure l'émotion. Et enfin, il retourne brouter. Et ce processus tellement performant peut être vraiment applicable dans notre vie et nous amène vraiment la possibilité de gérer positivement nos émotions. Les émotions, c'est notre 6e sens. Et l'organe de perception, c'est tout notre corps. Alors, avec le cheval, le seul risque, c'est de découvrir tout notre potentiel et nos ressources pour vivre des relations efficaces. Bon, on va passer aux questions. Voilà. Bon, alors on va se présenter. J'étais un peu ému, ça fait longtemps que je n'avais pas vu cette vidéo. Mais voilà, je te laisse commencer. Enchantée, Eva Reifler. Je suis très loin de ma zone de confort et je vais vous expliquer comment ça se fonctionne au niveau du corps quand on est loin de la zone de confort. Pour simple raison, je suis très émue de pouvoir être ici et vous présenter l'approche HipponaQuest qui est instaurée par Vision Pure en France en 2009. J'ai fait mon apprentissage aux États-Unis également en 2008 et je suis partie 5 fois pendant presque un an en Arizona, un long voyage. Mais c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'établir cette activité en France. Deuxièmement, c'est pas ma langue, le français, c'est pas ma langue maternelle. Alors, je trébuche peut-être de temps en temps sur un mot et aussi j'utilise peut-être des mots qui ne sont pas tout à fait compréhensibles. Je vous demande de demander des clarifications à la fin s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous. Voilà, retour à rire. Merci. Donc, moi aussi, je suis instructeur HipponaQuest. J'ai aussi fait ma formation aux États-Unis. Mais j'ai pu profiter de la structure de Vision Pure parce que ça fait quand même 5 ans que nous l'avons mis en place. Et donc, du coup, je suis allé que 3 fois aux États-Unis. Et donc, il y a les 2 premiers stages qui ont pu être faits en France. Et enfin, pour moi, c'était à la maison. Voilà. Vision for Leaders, c'est le centre de formation du développement des compétences professionnelles accompagné par le cheval, et même plus qu'accompagné par le cheval, puisque la double approche de Vision for Leaders, c'est que c'est expérientiel en termes de formation, mais là depuis ce matin on parle d'expérience et de ressenti, donc je ne vais pas vous refaire un petit topo là-dessus, mais seulement c'est aussi différentiel, dans le sens où pour la première fois ce sont les chevaux qui sont les instructeurs dans les formations professionnelles. Voilà.
Alors, beaucoup a été déjà dit dans la journée pourquoi on utilise le cheval et on ne va pas peut-être trop aller dans les détails dedans. On sait pourquoi on travaille avec les chevaux. Ce sont des grands animaux très émotifs et consensuels et on se sert de leur corps immense comme corps de résonance pour apprendre sur nous. Dans notre domaine, surtout pour des personnes plus ou moins normales, comme tout le monde, qui cherchent peut-être une vie émotionnellement plus épanouie. L'approche Epona Quest, son origine vient des États-Unis. C'était développé par Linda Kohenhoff, auteure du Tao du cheval, en 97. Depuis, elle a formé à peu près 200-250 instructeurs et instructrices, majoritairement instructrices. Pourtant, j'ai à dire, en France, ça n'est particulièrement bien. Il va y avoir 4 hommes à partir du mois d'août qui sont instructeurs. Et je crois qu'il n'y en a pas autant globalement. Alors les Français, là, ils sont vraiment en avant. Et peut-être ça aussi un peu grâce à Eric. Et on est actif depuis 2008. L'année dernière, j'ai fait une petite statistique. On a eu à peu près 600 jours, hommes et femmes. Ça veut dire on a mené des ateliers et accueilli à peu près 200 personnes qui ont au total participé à 600 journées totales des ateliers chez nous. Alors ça marche vraiment très très bien. Et il y a un besoin immense et aussi les résultats, les retours sont très très positifs. Qu'est-ce que c'est l'approche Epona Quest? Je suis souvent demandée, qu'est-ce que c'est? D'abord, j'aimerais démarrer avec ce que ce n'est pas. L'approche Epona Quest, ce n'est pas une méthode. On utilise peut-être certaines techniques, ce n'est pas un dogma, ce n'est pas quelque chose de fixe, ce n'est pas une rivalité, une compétition, ce n'est pas l'équithérapie, ni Eric ni moi, on n'est pas des thérapeutes. On peut juste mettre ces questions tout à côté. On est des personnes, peut-être des enseignants ou avec un intérêt fort dans le cheval et dans le bien-être, dans les relations d'aide à l'homme. Mais les ateliers ou les séances avec le cheval peuvent avoir des effets thérapeutiques. Ça, c'est un fait. C'est pas inaccessible, ça veut dire tout le monde peut s'inscrire. On a des petits ateliers de journée découverte qui commencent à 75 € la journée. C'est quand même quelque chose qui est tout à fait accessible à tout le monde. Et ce n'est pas élitaire non plus, ça veut dire tout le monde est le bienvenu. On va demander si vous pouvez peut-être tenir la concentration pendant une journée. Les ateliers sont petits, les journées sont structurées pour accueillir tout le monde. Alors qu'est-ce que c'est? Pour moi, l'approche Epona Quest, aujourd'hui, c'est une philosophie, c'est un socle, c'est comme une fondation qui peut servir à l'éthologie, à l'équithérapie, à l'équicoaching comme une base, parce qu'on parle de la communication, de la relation au cheval, du respect, des limites saines, de la coopération, de la communication non verbale et le développement des talents émotionnels. Et tout ça, ajouté à votre pratique que vous pratiquez déjà à votre métier à vous, ça donne à votre métier toute la grandeur. Quel est le défi de notre culture? Alors, notre éducation elle favorise fortement la suppression des émotions, comme disait tout à l'heure David, et la suite, ou des conséquences, ce sont les addictions. On essaie de compenser de quelque sorte le vide qui commence à être créé en nous. On est aussi encouragé à développer des modèles de comportement qui font nous adapter, nous soumettre aux besoins et aux attentes des autres. L'économie le montre. Il y en a 500 000 qui travaillent pour le bien d'une main pleine de personnes très riches. Hein? Alors, l'économie montre que les personnes, les psychopathes, les pervers narcissiques, les gens qui ont peu d'émotions, les gens qui sont durs, ce sont ceux-là qui ont du succès dans la société, malheureusement. Et ce sont malheureusement les talents du prédateur. Les talents du prédateur, ça veut dire qu'il se nourrit aux dépenses des autres, je viens de dire ça. Il valorise le territoire plus que les relations, encore un peu plus d'argent, encore acheter une société plus, encore un ballon plus que mon petit copain. Il valorise l'objectif plus que le processus. Il faut y arriver à tout prix, peu importe comment on y arrive, si ça fait plaisir ou pas, on s'en fiche, dès que c'est efficace, économe et rapide. L'impulsion de combattre jusqu'à la mort est forte. Les prédateurs, les lions, s'ils ont un combat entre eux, on va jusqu'au bout. Ils s'orientent vers la loi du plus fort, aussi la loi de la conquête. C'est tuer ou être tué. Moi, j'ai réfléchi l'autre jour. Les prédateurs, c'est vraiment une vie. Il faut toujours être à la recherche de quelque chose à nourrir, à manger. Il faut toujours tuer quelqu'un d'autre pour pouvoir manger. Je trouve ça une vie plutôt dure, si on regarde que de ce point de vue-là. Il abat le faible. Et quand il est blessé, quand le prédateur est blessé, à tout prix,
il cache la vulnérabilité, il cache qu'il est blessé aux autres. Il devient extrêmement vicieux. Pareil avec nos collègues, quand ils sont vulnérables. Quand il y en a un qui est plus agressif que devrait l'être, peut-être une indication qu'il a peur. Vous connaissez les chiens qui mordent quand ils ont peur, hein? On parle de ça. Et il fait intensifier la peur à propos des situations vulnérables. Okay? Et on a une forte compétition, au point que les mâles tuent les petits de notre mâle pour pouvoir se propager. Alors, je parlais tout à l'heure d'un exemple qui représente ce que je viens de dire. Je viens d'une éducation plutôt classique en Suisse. La performance est utile. Alors, j'ai une zone de confort. Mon éducation est ce qui est dans le cercle jaune 1 à 3. Aujourd'hui, je suis en 2A. Ça veut dire j'ai heurté le cercle jaune. Au niveau d'agitation, au niveau de mon corps a augmenté. Je ne suis pas tout à fait calme. Je tremble un tout petit peu. Je suis un peu nerveuse. Je sens que je dois beaucoup me concentrer pour rester présente et vous raconter ce que j'ai à vous raconter. Et de plus que j'y pense, de pire que c'est. Voilà. Alors, je promène aujourd'hui là, plus ou moins, peut-être 6, 7. Je me sens presque en danger actuellement. C'est le sentiment que j'ai au niveau physique. Comme s'il y a vraiment quelqu'un derrière moi avec un marteau, un couteau qui essaie de me heurter. Alors, l'idée dans nos ateliers, c'est d'apprendre aux gens de sortir de leur zone de confort pour agrandir le cercle de confort, pour que la vie devienne plus vaste, plus intéressante, plus colorée, plus intense, plus de tous. Hein. Mais se respecter pour pas aller trop loin. Je vous rassure, il y a 2 ans, 3 ans, je n'aurais pas été capable d'y être aujourd'hui. C'était. Vous connaissez le trac? Okay. Ça, c'est le trac. Alors, la vulnérabilité, pour nous, on en parlera tout à l'heure, c'est une peur d'un danger imaginaire qui est très cultivée dans notre société. Et pour nous, une des situations, une des émotions les plus difficiles à gérer pour les humains. Après, si j'arrive à gérer, et aujourd'hui, je suis convaincue qu'on ne peut pas dépasser la peur. On ne peut pas. Mais je peux la prendre en main et je peux grandir avec. Et comme ça, mon cercle de confort va s'élargir. La prochaine fois que je serai invitée, j'espère, pour parler à un colloque pareil, ce sera déjà plus simple. Hein? Vous pouvez comprendre? Vous retrouvez dans ces situations. Et ça peut être quelque chose qui est très limitant pour beaucoup de gens, qui sortent jusqu'à plus sortir de chez eux. Voilà. Et comment ça se passe au niveau du corps? C'est Eric qui va vous expliquer. Alors, on a un petit cadeau pour vous. Vous allez pouvoir repartir avec ce soir. Ça s'appelle le body scan. Le body scan, c'est une lecture du corps. C'est tout simple. Ça permet, avec un tout petit peu de présence, d'interroger son corps en faisant quelque chose qui consiste à balayer son corps avec sa conscience et puis s'arrêter sur la sensation qui est vraiment proéminente au niveau du corps. Elle peut être positive comme elle peut être négative, elle peut être agréable comme elle peut être désagréable. Et puis interroger votre corps dans cette sensation-là et demander à votre corps quelle information il a pour vous avec cette sensation. Et prendre l'information la plus pure au moment où elle vient. Normalement, la sensation se détend après. Et là, c'est une information vitale pour vous, puisque c'est seulement votre corps qui peut vous la donner. Votre mental, lui, ne peut pas vous la donner. Et c'est une information qui en dit beaucoup sur vous de l'intérieur. Alors, comme je vous ai dit qu'on avait un petit cadeau pour vous, ben maintenant, vous allez vous lever, puis on va le faire. Non, sérieusement, je vous propose de le faire. Ça va être rapide. Et puis, en même temps... Si c'est difficile d'être debout pour certaines personnes, son exemple de se lever, simplement debout, en principe, on a plus facilement accès à des sensations au niveau du corps, comme on va le faire maintenant. Et puis, comme je disais, vous allez pouvoir repartir avec. Ce soir, vous pourrez le refaire, et après, vous pourrez le refaire plusieurs fois, à tout moment nécessaire. C'est quelque chose qui est toujours accessible. Voilà. Alors... Vous pouvez soit fermer les yeux, soit baisser le regard, et puis respirer profondément dans le centre de votre ventre. Et maintenant, emmenez votre conscience dans votre tête, et puis notez si votre tête vous tourne un peu, si vous avez des maux de tête, si
Si vous faites attention, est-ce qu'il y a une douleur qui est plus vive dans un endroit? Notez simplement la sensation sans essayer de la changer, sans essayer de l'apaiser, sans la juger bonne ou mauvaise. Et puis laissez glisser doucement votre conscience dans vos yeux. Notez, une fois de plus, si vous voyez peut-être des couleurs derrière vos paupières, peut-être que vos paupières battent un peu, ou au contraire, elles sont très lourdes. Notez cette sensation et laissez glisser votre conscience dans votre nez. Respirez et notez la qualité de l'air qui passe dans vos narines. Sentez si vous avez une sensation quelconque. Puis emmenez votre conscience dans vos oreilles. Et une fois de plus, notez si vous avez des sons internes dans les oreilles, ou vous entendez mieux dans une des deux oreilles, des sifflements. Et si vous faites attention, peut-être que ces sifflements deviennent plus aigus. Notez cette sensation, sans la changer, sans la soulager. Et maintenant, laissez descendre votre conscience dans votre bouche. Notez si vous sentez vos mâchoires serrées, ou au contraire, avec un peu d'espace entre les dents. Puis maintenant, laissez glisser votre conscience dans votre gorge. Et notez si vous sentez la gorge serrée, ou claire et ouverte. Maintenant, emmenez votre conscience dans vos épaules. Notez si vous sentez une épaule plus haute que l'autre. Les épaules tendues, comme du poids sur les épaules, ou au contraire, légères. Peut-être qu'il y a une épaule qui remonte un peu. Notez simplement cette sensation, sans la changer. Et laissez glisser votre conscience dans votre colonne vertébrale, jusqu'en bas du dos. Notez si vous sentez une sensation sur ce parcours, une douleur, de l'énergie. Quelle que soit la sensation, notez-la et remontez votre conscience. Et maintenant, emmenez votre conscience dans vos bras, vos épaules, vos bras, les coudes, les avant-bras. Notez une fois de plus si votre conscience est guidée et attirée par une sensation, jusqu'au bout des mains, des doigts. Peut-être que vous sentez un peu de fourmis dans les bouts des doigts, ou au contraire de l'énergie, de la chaleur qui circule. Notez cette sensation. Et maintenant, remontez votre conscience tout au long de vos bras, le long de vos bras, et laissez-la descendre dans votre poitrine. Notez si vous sentez votre cœur battre. Si oui, est-ce qu'il bat rapidement ou lentement? Et laissez glisser votre conscience dans votre estomac. Vous avez peut-être des papillons dans l'estomac, au niveau du plexus solaire. Vous avez peut-être une douleur vive, comme si vous aviez pris un coup. Notez cette sensation et laissez glisser votre conscience maintenant dans votre ventre et votre bas-ventre. Et une fois de plus, notez si vous sentez une sensation de tension, de douleur ou de chaleur et d'énergie. Laissez glisser votre conscience dans vos jambes, les cuisses, les genoux, les mollets. Et une fois de plus, notez si vous sentez une sensation qui apparaît. Maintenant, laissez glisser votre conscience dans vos pieds, jusqu'au bout des orteils. Vous sentez peut-être plus de poids se poser sur les talons que sur les orteils. Peut-être balancer un peu, ou au contraire, bien ancré dans le sol. Notez cette sensation. Maintenant, vous allez voyager dans tout votre corps, retourner dans le seul endroit, là où la sensation est la plus forte, peut-être la plus inconfortable. Respirez dans cette sensation et soyez ouvert à la façon dont votre corps va vous parler. Il vous parlera comme un poète ou un artiste, pas comme un scientifique. Demandez-lui de vous lâcher une seule information à la fois. Et quand vous avez l'information, quand vous sentez l'information, ouvrez vos yeux. Voilà, on n'a que 45 minutes, alors je vais...
Alors, cette première expérience, vous avez dit que vous alliez pouvoir repartir avec, vous avez remarqué que la seule chose dont vous avez besoin, c'est votre corps. Okay, et en principe, vous allez rentrer chez vous avec ce soir. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y a un moyen de vérifier que l'information qu'on a obtenue au niveau du corps, elle vient bien du corps et non pas du mental. C'est que la sensation doit se détendre. Si c'est une sensation de tension, de douleur, la tension ou la douleur se dissipe un peu, se répand un peu dans le corps en se soulageant un peu. Là, c'est que le corps, il a dit ce qu'il avait à dire et il a été entendu. Si au contraire, ça s'intensifie, ça veut dire que le message qu'on a pris, note, c'est un message du mental. Et là, le corps, il n'est pas d'accord, parce qu'il nous a parlé et on ne l'a pas écouté. Donc la sensation augmente, et la tension augmente en général. Donc vous retournez dans votre corps quand c'est comme ça, et vous reposez la question, et vous prenez la première information, le premier souvenir, le premier message qui arrive. Ça peut arriver comme une couleur, un chiffre, une lettre, un bout de phrase, un bout de chanson, quelques mots complètement irrationnels. Des fois, plus irrationnel c'est, de plus signifiant c'est. Donc, prenez l'information comme elle arrive, sans la faire passer par le mental. C'est important. Et donc, grâce à ce processus de lecture du corps, qu'on appelle le body scan chez Epona Quest, ça nous permet de prendre conscience de comment nous sommes, dans quel état nous sommes avant une interaction avec un cheval. C'est vraiment important de savoir comment nous sommes. Parce que bien sûr, le cheval va nous montrer comment nous sommes dans le rond de longe. Mais comment nous sommes avant, là, c'est notre corps qui peut nous le montrer. Et donc ça, c'est vraiment important. Et c'est aussi important dans la vie de tous les jours, même si on n'a pas l'occasion d'être avec un cheval tous les jours. Quand vous rentrez dans une situation, une interaction que vous redoutez un peu, parce qu'elle est importante pour vous, faites un body scan et vous aurez l'information de comment vous êtes à ce moment-là. Et si vous sentez des choses qui changent quand vous êtes en situation avec les personnes, des tensions qui arrivent, des nervosités, de l'anxiété qui arrivent, le body scan vous aura fait prendre connaissance qu'avant cette interaction, tout allait bien. Et c'est peut-être ce qu'amène la personne qui vous donne cette anxiété ou cette tension. Et ça, avec le body scan, vous pouvez refuser de le prendre pour vous, dire ça c'est pas à moi, alors je peux le laisser de côté et ne pas me perturber avec ça. C'est important et c'est un exercice qu'on pratique vraiment très très souvent. Au départ, ça demande un tout petit peu de méthode, on va dire, ou en tout cas simplement lire le corps, aller dans la sensation et interroger le corps avec cette sensation et prendre l'information comme elle arrive. Et après, on fait vraiment sans y penser. Ça devient comme une deuxième nature très très rapidement. Voilà. Alors, j'enchaîne avec un deuxième outil. On va arrêter d'appeler ça des outils parce que c'est tellement important. On en parlait depuis ce matin beaucoup des émotions. Et donc vous savez maintenant un petit peu pourquoi, vous savez beaucoup pourquoi nous avons des émotions et comment elles sont traitées. Qu'est-ce que fait le cheval avec les émotions? Là, on va peut-être découvrir des choses, surtout dans le processus en 4 étapes qu'il a mis au point et qu'il pratique avec une efficacité exemplaire. Alors, les émotions, donc on en parlait un petit peu tout à l'heure dans le petit film. Scientifiquement prouvé, les émotions circulent et en fait, il y a les informations qu'amène chaque émotion qui circulent grâce à des molécules qui s'appellent les neuropeptides dans tout notre corps. Pas seulement... D'accord. Ça va mieux là? C'est peut-être trop fort pour certains, mais bon, alors moi, je voulais juste introduire le sujet des émotions sur le fait que dans notre corps, scientifiquement prouvé, on a des molécules qui s'appellent les neuropeptides qui transportent les informations des émotions partout dans notre corps, pas seulement dans notre cerveau, mais partout dans notre corps et peut-être plus fortement, plus radicalement au niveau du cœur. Donc, comme on l'a dit, l'organe de perception, c'est tout le corps. Et donc, c'est bien parce qu'on est tous dotés de ça dès la naissance. Et donc, c'est pourquoi on considère que chez Epona, les émotions, c'est notre 6e sens. Et ignorer ces émotions, c'est comme ignorer d'entendre ou de sentir, de voir. Donc, c'est un sens à part entière. Voilà. Et avec le corps, on a accès
à ses émotions. Alors, le cheval, par rapport aux émotions, ce qu'on a découvert dans le travail de Linda Kohanov, c'est qu'il est vraiment un génie émotionnel. Il est hypersensible, il est toujours connecté, et donc pour lui, il communique toujours avec ses émotions, il communique beaucoup avec ses émotions, et avec le reste du troupeau, parce que c'est pour lui sa façon de s'assurer, de communiquer, en communication non verbale, que tout le monde va bien, ou au contraire, qu'il y en a un qui a peur et qu'il faut peut-être prendre en garde parce qu'il y a peut-être un danger. Et donc, en étant toujours connecté de cette façon-là, le cheval, avec ses émotions, c'est finalement sa chance de survivre, c'est ses émotions. Donc, il est toujours connecté à ça. Alors, comment il fait pour gérer les émotions? On en parle bien de gérer les émotions. Et vous allez voir que, deuxième cadeau, c'est quelque chose que vous allez pouvoir pratiquer vous aussi dans votre quotidien. Encore une fois, ça demande un peu de pratique au départ, mais rapidement, ça devient très facile à utiliser. Alors, le cheval, première étape, il prend l'émotion et il n'essaye pas de l'ignorer ou de la supprimer. Il la prend. Et deuxième étape, il pose la question à l'émotion. L'émotion est une information pour le cheval. Simplement une information. Elle n'est pas bonne ou mauvaise, c'est une information. Et c'est vital pour lui d'être connecté à ces informations par ses émotions. Donc il prend l'émotion, puis il pose la question en regard à l'émotion. Alors s'il a peur, par exemple, la peur signifie un danger, et ben, on en a parlé tout à l'heure. Alors, quel est le danger? Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, il va utiliser l'énergie et la force que lui amène l'émotion pour réaliser l'action en regard à la réponse et donc à l'information derrière l'émotion. S'il y a un danger, je dois fuir. Le cheval, il va fuir dès qu'il peut, il va fuir face à un danger. Donc, s'il a le choix, il va utiliser sa force et son énergie produite par la peur pour se mettre en sécurité. Troisième étape. Et quatrième étape, il retourne brouter. Il ne reste pas coincé dans ses émotions. Et donc, retourner brouter, ça permet ça. Et ça, on le voit bien chez les chevaux. Effectivement, ils ont peur, ils font un saut sur le côté et ils retournent brouter. Ils ont cette faculté à pouvoir se libérer de leurs émotions aussi rapidement. Et vous savez pourquoi? Simplement parce que en engageant la troisième action, ils utilisent l'énergie et la force que leur amène l'émotion, et du coup ils s'en libèrent. Et pourquoi ils peuvent retourner brouter aussi facilement? Ils ruminent pas. Voilà. Donc ce processus, vous pouvez l'appliquer aussi dans votre vie. Si vous venez découvrir un petit peu les messages derrière les émotions, vous allez voir que derrière, ça devient un vrai bonheur et une vraie force de vivre avec ses émotions. Et donc, de peut-être bien gérer sa vie grâce à ça. Alors, je vais vous expliquer deux émotions qui se ressentent pareil dans le corps, mais leur message n'est pas du tout la même. Et c'est pourquoi c'est un peu gênant, parce que quand j'ai peur, la peur, c'est une conscience intuitive et focalisée d'une menace pour mon bien-être. Ça veut dire, ma vie est en danger. Pour le cheval, il a souvent peur. La question posée quand je ressens la peur, comme moi tout à l'heure, avant que j'ai commencé à parler, quelle est la menace? Il n'y en a pas vraiment. Sauf si quelqu'un va descendre et vraiment faire mal, mais je ne pense pas que ça va se produire. Alors que choix je vais faire pour me retrouver une position où je suis plus en sécurité? Ça, c'est si vraiment un danger réel, je dois poser ces deux questions. Si je ne prends pas action, étape numéro 3, la peur va s'intensifier. Je vais devenir inquiète, anxieuse, confuse. Si je suis souvent dans des situations dangereuses, je vais avoir des engourdissements de sentiments, parce que je ne sais plus faire la différence entre ce qui est danger et ce qui ne l'est pas. Je vais paniquer. Si je n'écoute pas la peur. Imaginons, je rentre à la maison, il y a le système alarme qui est on, et je ne l'écoute pas. Ça fait un peu comme ignorer la peur. Il y a quelqu'un dans la maison, je vais être terrifiée. Et peut-être dissociée si la personne me fait mal. Alors, il y a attaque, fuite ou rester figé. Ce sont les trois réponses naturelles
suite à la peur. Quand je suis vulnérable, le message derrière la vulnérabilité, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de changer ou être révélé. Alors, s'il n'y a pas un danger imminent, je pose la deuxième question. Qu'est-ce qui est mis en cause? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Et qu'est-ce qui se passerait si j'accepterais cette nouvelle aperçue? Comme avec les cercles tout à l'heure, de plus je m'éloigne de ma zone de confort, de plus je me sens vulnérable d'un danger imaginaire, de plus mon corps va réagir comme si ma vie était vraiment menacée. Et je vais aussi avoir panique en intensification ou rage si je ne prends pas action. Rage, c'est j'attaque celui qui met dans la situation minable. Et panique, c'est je pars au courant et je vous laisse toute seule. Hein? Okay. Important, la vulnérabilité peut être très gênant, parce que c'est celle-là. Si je réagis face à la vulnérabilité comme si ma vie était menacée, je ne vais pas avancer dans ma vie. Et avec un cheval, c'est très facile de discerner quand je suis face à lui, est-ce que j'ai peur parce qu'il est grand, il a des grands dents, il pourrait me botter, ou est-ce que je suis vulnérable parce que j'ai jamais encore fait cet exercice et je pourrais être ridicule. Vous comprenez la différence? D'accord. C'est un des travaux de base de l'approche EponaQuest. Voilà. Et si on a le temps, on va encore donner deux autres outils, deux autres émotions. Oui. Alors, très rapide, la colère, c'est une émotion vitale pour prendre note que quelqu'un ou quelque chose est en train de dépasser nos limites. Et nos limites, on a tous ses propres limites, qu'elles soient physiques, mentales, émotionnelles, spirituelles. Donc, lorsque quelqu'un dépasse nos limites, il y a la colère qui s'active dans notre corps. Donc c'est une émotion comme toute, instructive, et qui nous indique que quelqu'un est en train de dépasser nos limites. Voilà. Alors, la question à poser, c'est qu'est-ce qui doit être protégé et quelles frontières doivent être restaurées, remises en œuvre. Si je ne prête pas attention et que j'ignore cette émotion, l'intensification, ça va être la rage, la fureur, ou peut-être la honte ou la culpabilité, parce qu'à mon tour, lorsque je vais engager l'action, je vais peut-être dépasser les limites des autres, l'ennui ou l'apathie. Le problème de la colère, c'est que, comme on l'a vu, tant qu'on n'a pas engagé la troisième étape du processus, la colère, elle reste en nous. Et un jour, ou un moment, ça va sortir. Et malheureusement, ça sort souvent au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes. Donc, quand on applique le processus des chevaux, on reste calme, on utilise la force et le courage de remettre en place ses limites au bon moment, avec les bonnes personnes, au bon endroit. Et finalement, la personne, souvent, nous remercie en disant « Je savais pas que ça te dérangeait, merci de me le dire de cette façon-là, parce que c'est une façon respectueuse de se faire respecter. » Et donc, la quatrième émotion, qui se ressent de la même façon dans le corps que la colère, c'est la frustration. Et la frustration, ça nous indique que l'action qu'on est en train de réaliser n'est pas efficace. Simplement, n'est pas efficace. Voilà. Donc, la question à poser, c'est quel est le blocage? Qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Et aussi, à qui je peux demander de l'aide? Si je continue, j'essaye une fois, je réessaye une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. On commence à sentir l'intensification, parce que je ne change rien, bien sûr, je ne remets pas en cause ma façon de m'y prendre. Hein. Ça a marché hier, ça doit marcher aujourd'hui. Mais je sens la colère. En fait, c'est pas la colère, c'est la rage. Et aussi peut-être l'impuissance qui va arriver, parce que je ne remets pas en cause ma façon de m'y prendre. Ça, c'est la frustration. Einstein, il dit de l'insanité, c'est faire toujours la même chose et attendre à chaque fois un résultat différent. Voilà. Ça symbolise bien la frustration. Donc c'est aussi une émotion instructive et positive, dans le sens qu'elle vous indique que vous devez revoir la façon de vous y prendre, et peut-être même demander de l'aide pour obtenir le résultat. Et comme disait Eric tout à l'heure, la frustration et la colère se ressentent de la même façon, mais ils ont un message très très différent, qui les rend aussi très compliqués de gérer dans la vie, comme ils ne sont pas enseignés dans la maternelle non plus. Alors pourquoi le cheval? Bon, David l'a dit tout à l'heure, déjà le cheval c'est une proie, il incarne les talents dont nous avons besoin dans notre société pour nous sentir équilibrés et en sécurité. Alors plutôt les talents féminines, il est très fort aussi, il peut aussi être prédateur, mais prédominamment il est plutôt proie. Il soutient les besoins
individuel et collectif simultanément. Il valorise les relations plus que les territoires. Il valorise le processus. Alors pour lui, c'est d'aller un peu chercher un herbe à gauche, à droite, et pas forcément monter sur la montagne. Il arrête de se battre. Quand l'autre il recule, il arrête. Ils s'entraident mutuellement. On a vu ça souvent aussi chez nous dans notre troupeau. Ils vivent et ils laissent vivre. Ils protègent les faibles. Et quand il y en a un qui est vulnérable dans le troupeau, les autres d'habitude ils le protègent, sauf si cette vulnérabilité menace le bien-être de l'ensemble. Et il conserve son énergie pour les vraies urgences. Comme des grands maîtres, comme des grands éducateurs, des grands PDG, eux ils utilisent l'énergie pour les vraies urgences. Et la coopération est encouragée. Si j'arrive à mettre les prédateurs, mon talent du prédateur qui sont encouragés dans notre société, dans l'éducation, et j'ajoute les talents de la proie, je vais avoir une vie équilibrée, parce que je peux choisir à quel moment je peux utiliser plutôt l'un ou l'autre. Alors, quelques résultats. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'avoir passé quelques journées avec les chevaux chez Vision Pure et Visions for Leaders? Oups. Je vais me mettre là parce que je ne vois pas. Alors, pour les professionnels, l'intérêt, c'est gagner et ressentir la confiance en soi. C'est la première clé. Et puis, derrière, ça va ouvrir la confiance aussi vers les autres. Et donc, ça, c'est quelque chose qui se partage. Ça s'échange, vraiment. On va créer la cohérence d'une équipe pour finalement obtenir les meilleures performances. Parce que c'est dans l'engagement qu'on va finalement obtenir les meilleurs résultats. Et ça, les grands chefs d'entreprise, les grands dirigeants ont bien compris. Et souvent, ce sont des gens qui sont très connectés émotionnellement. Et c'est pas un hasard non plus. Ou en tout cas, c'est pas une pure coïncidence si ça a été dans le passé souvent des gens qui étaient proches des chevaux, qui dirigeaient leurs équipes aussi en travaillant avec les chevaux. Donc ça permet de pouvoir s'engager, et c'est ça qui amène le meilleur résultat sur le plan professionnel. Ça amène les résultats de satisfaction, de motivation, et en osant, en changeant et en s'engageant, on atteint comme ça des résultats nettement meilleurs. Ça permet de pouvoir rester calme dans les situations difficiles, agitées ou conflictuelles, et de pouvoir rester calme. Vous le savez, c'est toujours le plus calme qui prend le lead. Dans les chevaux, c'est comme ça, mais aussi dans les réunions. En principe, ce sont les plus calmes qui prennent le lead. Voilà. Et je pense qu'en étant connecté, en ayant accès à l'intelligence émotionnelle et en l'activant toujours, ça nous permet de pouvoir atteindre ces niveaux qu'on n'a pas autrement. Une chose que j'aimerais vraiment ajouter là, c'est on parle beaucoup de l'intelligence émotionnelle. C'est vraiment un mot-clé. Hein. On en parle verbal, mais l'intelligence émotionnelle, c'est fait non verbal. Et avec le cheval, vous avez une vraie opportunité d'éprouver de quoi on parle. Vous pouvez ressentir. Peut-être c'est vraiment la clé. La seule chose, qu'est-ce que vous pouvez apprendre, c'est développer, accéder à votre propre intelligence émotionnelle. Elle est en vous tous. Chez nous, vous n'allez rien apprendre de nouveau. Juste accéder aux informations qui sont déjà en vous. Peut-être poser des limites saines. Très important pour se respecter soi-même et se faire respecter par les autres. Et aussi comprendre que les autres ont peur aussi, sont vulnérables. Avoir l'empathie pour le processus de quelqu'un d'autre. Et pour les cavaliers, c'est mieux travailler avec son cheval parce que je suis dans le respect, je suis dans l'écoute, je suis dans le corps, je suis dans le présent. Et j'ai la compréhension pour, peut-être quand mon cheval a un mauvais comportement, il a peut-être mal, c'est juste sa façon de communiquer. Et aussi pour assurer une plus grande sécurité. On avait tout à l'heure entendu qu'il faut être dans l'observation du cavalier ou du cheval. Okay. Et pour nous, l'observation va dans le ressenti. Pas juste au niveau de ce que je vois, mais qu'est-ce que je ressens. Comment je ressens avec mon corps, comment va le cheval, comment va le cavalier. Si je suis par exemple monitrice d'équitation. Alors, comment ça se passe? On a des ateliers d'une à plusieurs journées, séances individuelles, des groupes de 4 à 8 personnes, c'est très petit, une petite structure, et on fait des séances pour les particuliers comme pour les intra- et intra-entreprises.
Donc les ateliers, ce sont pour les professionnels des ateliers qui sont uniques. On utilise un programme standard qu'on a mis au point, et puis il est unique dans le sens où on va l'appliquer en mettant le contexte de la société, le contexte de l'équipe, le contexte professionnel des personnes qui participent à cette formation ou à ce séminaire au cœur du sujet. Donc ça va permettre de pouvoir faire une transition très simplement, très rapidement dans l'expérience avec le cheval transposée dans la vie professionnelle. Donc gérer ses émotions, garder son calme, se faire confiance aux autres, se faire respecter les autres, s'engager, dépasser ses limites de comportement, ses limites réductrices. Ça, c'est quelque chose qui se met qui prend une force énorme dans l'entreprise, et encore plus quand on le fait en équipe. Sur le plan individuel, c'est très fort, mais sur le plan collectif, ça amène une dimension supplémentaire. Quand on fait du team building, création de projets, lancement de projets, lancement de nouvelles structures, etc., alors là, le travail avec les chevaux, c'est vraiment quelque chose de précieux. Parce que les chevaux ont cette façon de vivre en communauté. Et ils sont toujours en connexion avec les autres, en train de voir s'il n'y en a pas un qui a un problème, s'il y en a un qui est joyeux. Pour eux, c'est très important. C'est la vie du troupeau, c'est ce qui est le plus important. Le concept de l'interaction. Tu veux dire ? Juste vite fait, là tout à l'heure vous avez eu 2 outils théoriques un peu pratiques, c'est le body scan, la lecture du corps et quelques messages derrière les émotions. Après avoir introduit un projet ou un sujet théoriquement expliqué au niveau cognitif, on va faire une expérience avec le cheval pour vraiment ressentir de quoi on parle effectivement. Et après l'expérience avec le cheval, il va toujours avoir un retour, un partage qui bâtit sur qu'est-ce qui a bien marché et peut-être un point que la personne elle-même aimerait améliorer. Comme ça, on sort de ce comportement du jugement et surtout de l'évaluation de soi-même. Les activités sont réalisées au sol, il y a peu d'activités montées et il faut avoir aucune expérience équestre. S'il y en a, c'est bien, s'il n'y en a pas, c'est bien aussi. Et notre rôle, c'est on assure vraiment le cadre d'une structure sécurisée. On accompagne le client, le cheval, on pose beaucoup de questions. C'est pas à nous d'interpréter, ni à donner des retours, ni à dire comment nous on a trouvé que ça s'est passé. Notre rôle, c'est vraiment poser les bonnes questions pour que le client puisse trouver sa propre réponse. Parce que la réponse est en lui. Et tout ce que je lui dis, c'est ma projection, mon transfert. Et surtout pas à moi d'interpréter ce que le cheval voulait dire au client. Je suis pas clairvoyante. Eric non plus. Voilà. À propos. Juste une chose que j'aimerais ajouter, on offre un apprentissage. Il y a un apprentissage Epona Quest qui est maintenant accessible en français. Et j'en suis très très contente d'avoir avoir une vingtaine d'instructeurs à partir du mois d'août dans toute la France. Et on n'a pas des sécu administratifs, on a fait beaucoup de choses aussi. Et nous sommes un centre de formation agréé. Ça veut dire on arrive à faire passer des ateliers dans le cadre du DIF. Bon, et puis Visions for Leaders a été aussi créé pour que les personnes puissent appliquer, découvrir cette approche dans le cadre professionnel et donc financée aussi par leur entreprise. Il y a une chose que je voulais ajouter par rapport au point fort de cette approche, c'est que souvent on essaye de voir ce qui ne va pas pour voir comment s'améliorer. Et finalement, on ne prend pas conscience de ce qui va bien. Et dans cette approche, on met aussi en avant ce qui va bien. Et en prenant conscience, ce sont des choses qu'on peut aussi développer, qu'on peut aussi améliorer. Et personnellement, ça fait toujours du bien de prendre connaissance, de prendre conscience qu'il y a des choses qu'on fait bien, il y a des choses pour lesquelles on est vraiment doué. Et d'en prendre conscience, ça nous permet de pouvoir les appliquer et d'en faire profiter aux autres.